Au fil du temps, nos paysages ont été façonnés par les activités et l'imagination des hommes. Fruit de cette ingéniosité, les secteurs liés à l'innovation sont une source de vitalité économique qui agit comme moteur de développement pour tout un territoire. À la source de cette créativité se trouvent des hommes et des femmes. Innovateurs visionnaires, ils inventent pour nous le monde de demain. Nos modes de vie, de consommation et de loisirs évoluent sans cesse. Toujours plus exigeants, nous recherchons à la fois plus de sensations, de précision, tout en demandant plus de sécurité et de confort. C'est ce défi que nos innovateurs ont réussi à relever. Ces dernières années, la pratique du ski a considérablement évolué. Aujourd'hui, le skieur s'évade hors piste, saute, randonne avec une quête accrue de liberté et de polyvalence. Pourtant, les matières qui constituent la structure du ski moderne sont à peu de choses près identiques à celles utilisées il y a 10 ans. Face à ce constat, Cyril Boinet a créé un nouveau matériau pensé pour répondre à ces nouvelles pratiques. C'est à Fribourg, au carrefour de la Suisse romande et alémanique, que Cyril a choisi d'installer son entreprise. Un choix important car Fribourg est une ville bilingue, ce qui donne ainsi à son entreprise une dimension internationale. Quand j'ai fini mes études, je voyageais pour 6 ans et après j'ai créé une marque de ski, presque 10 ans maintenant. Et puis là, on était en Argentine en fait avec mon pote Stéphane, c'est un Américain. Et moi, je faisais encore du snowboard parce que la sensation de la poudreuse, ça porte mieux, on a plus de surface. Mais ça me tendait de refaire le ski parce que je faisais pas mal de ski quand j'étais jeune. Et puis là, on se disait, pour avoir la même sensation, il faut construire des skis beaucoup plus épais. Et si c'est plus épais, ça va être trop lourd avec des noyaux de bois ou une construction classique. C'est pour cela on a dit qu'il faut qu'on construise des skis en carbone. À eux deux, ils ont exploré de nouvelles façons de concevoir des skis, utilisant des matériaux venus de l'aéronautique comme le carbone et le Kevlar. Cette association a permis de créer des skis de freeride parmi les plus performants de l'époque. Et pendant ce temps-là, en fait, on a contacté 2 étudiants de l'EPFL qui étaient en train d'écrire leur thèse. Et puis pendant ce projet-là, on a trouvé que les fibres naturelles, en fait, ça absorbe les vibrations beaucoup mieux que le carbone. Ça m'attirait parce que je voyais aussi que la société a changé de pensée un peu plus durable, qu'ils sont conscients de quelque chose de naturel. Et puis ça m'a pas lâché cette idée. Et puis après, j'ai demandé les 2 ingénieurs de développer un bâton de ski en fibre de lin. Et là, c'était vraiment l'idée est née de Bicamp de se focuser sur des fibres naturelles. En fait, c'est la fibre de lin, c'est la même que vous avez dans les vêtements. Par contre, la technologie qu'on utilise pour faire les tissus, c'est différent. Connu dès la plus haute antiquité, le lin est le plus vieux textile du monde. La culture du lin est rapide et très délicate. La plante pousse en seulement 100 jours et nécessite une attention permanente. Très présente en Suisse jusqu'au milieu du XXe siècle, la culture du lin a aujourd'hui pratiquement disparu à cause des importations de coton, de soja et de l'introduction de la culture du maïs. Tout commence avec la nature, avec la plante en fait, qu'on voit ici. Ici, on a des tiges en lin. Après, c'est transformé en fibres brutes que vous voyez ici. Depuis les fils, on passe vers les tissus. Et puis les tissus, ils ont une architecture qu'on a développée selon les applications après qu'ils ont utilisées. Parce qu'on ne trouvait pas des tissus, par exemple comme celui-là, qu'on puisse mettre dans nos noyaux de ski. Et après ça, on a développé plusieurs d'autres architectures de tissus. Avec du lin. Ouais. Il y a différentes couches dans le ski, à peu près une dizaine de couches.
Une partie qui est très importante, c'est justement le noyau qui se trouve au centre du ski, qui va séparer les parties résistantes, donc en l'occurrence les titanales ou les couches de fibres de verre qui sont au-dessus et en dessous de ce noyau. C'est important parce que ça va influencer la flexion du ski, enfin le flex en flexion, et ça va aussi influencer la torsion. Là, on voit en fait le noyau comme il est utilisé pour les skis. Un noyau, c'est un sandwich, si vous voulez, c'est quelque chose qui est entre deux faces. Ça doit être léger, et pour cela, on a développé un noyau qui est composé avec du bois balsa et du lin, les tissus du lin. Si on regarde dans un ski, par exemple, là, on a cassé un. Vous voyez là le lin, ou le renfort de lin, et puis là le reste du noyau, qui porte les deux faces. Nous, on avait en particulier dans cette gamme de skis de freeride, de skis de randonnée, des skis qui étaient reconnus pour leur stabilité, leur performance, par contre qui étaient très lourds et très fatigants à skier. On avait beaucoup de critiques là-dessus. Donc là, en voyant les noyaux de la société Bicom, je me suis dit je vais pouvoir garder ma construction plus ou moins similaire, mais par contre, la partie qui est très lourde, c'est mon noyau. Si là, je peux réduire le poids, je vais avoir des skis qui seront en même temps stables et puis légers et moins fatigants. On était un peu sceptique à utiliser des noyaux très légers dans ces skis, mais la phase de test a montré que d'une part, l'usinage était possible, et d'autre part, la performance sur le terrain était remarquable. Les avantages des fibres naturelles, c'est l'absorption des chocs ou des vibrations qui est beaucoup plus élevée que si on regarde des fibres carbone ou fibres de verre. En plus, c'est renouvelable, alors ça repousse. Ça, c'est la technologie qu'on a brevetée. Ça, c'est un renfort pour tous les composites, en fait. Avec ça, vous pouvez renforcer la carbone, le verre, mais aussi le lin ou les fibres naturelles. Le carbone est cher, et puis comme ça, vous diminuez les coûts. Par exemple, on peut s'imaginer qu'on met ça dans un moule. Avec la pression, on met la colle dans les fibres, et puis à la fin, on a un objet qui est très rigide, en flexion, très léger et qui absorbe les chocs 300 fois plus qu'une parasse normale. Et avec ça, on fait des carrosseries de voitures, des tiges de selle, des cadres de vélo, des valises, tous des objets où on doit avoir une rigidité de flexion élevée. Ouais. J'essaye de prendre les idées de partout et puis de les remettre à un autre endroit, en fait. En faisant du sport, en écoutant de la musique, en se balader avec les enfants. Je crois maintenant, mon but, c'est vraiment de faire marcher cette boîte. Ouais. Et après, on verra. Si ça devient l'habitude ou confortable, peut-être je trouverai une autre idée à réaliser. L'idée de Cyril a permis de nombreuses applications au-delà du ski. Un horloger suisse a même créé un nouveau cadran de montre à base de fibres de lin. Si l'horlogerie est l'apanage de la Suisse, c'est aussi un des secteurs économiques qui a fait l'histoire de la Franche-Comté voisine. Berceau des premiers ateliers horlogers français dès 1793, la ville de Besançon a vu naître et prospérer son activité horlogère pendant près de 2 siècles. Activité brusquement freinée suite à la crise pétrolière de 1973. De ces savoir-faire traditionnels, les entreprises de Franche-Comté ont su conserver l'exigence de qualité en y associant l'ultra-précision. C'est ainsi qu'elles se positionnent aujourd'hui sur des secteurs à forte valeur ajoutée, la microtechnique et la micromécanique. C'est dans la capitale du temps que David Heriban a choisi de développer son idée, créer un robot de micro-assemblage. Moi, je voulais faire ingénieur en conception mécanique. Ça, c'était clair. J'avais pas vraiment on va dire, d'autres choix possibles. C'était ce qui me plaisait.
Donc je suis venu à Besançon poursuivre ces études. À la fin de mes études d'ingénieur, je n'avais pas vraiment de plan en tête. Et donc je me suis retrouvé dans la recherche en microrobotique, on va dire totalement par hasard. Après, la microtechnique répondait à des aspirations cachées chez moi. Voilà, la haute précision, la minutie, la multidisciplinarité qu'on a justement dans les microtechniques parce que tout est intégré au même endroit. Donc à l'issue de ce travail de recherche, j'avais comme choix soit de rester, soit de partir pour vivre d'autres aventures. J'ai préféré en fait créer une entreprise qui exploitait les travaux de recherche qu'on avait menés en microrobotique. Et donc depuis cette période, l'entreprise créée conçoit et réalise pour des applications industrielles et recherche des robots de micromanipulation et de microassemblage. Donc on a construit un robot capable de saisir des objets jusqu'à 5 millièmes de millimètre, qui est la taille d'un globule rouge, donc qui permet à n'importe qui, grâce à ce robot, de manipuler des objets de cette taille. Donc sur les tout petits composants, moins du millimètre, les horlogers ont souvent beaucoup de mal à les assembler, c'est très répétitif, c'est fatigant. Donc nous, on peut assez facilement fournir des procédés pour l'horlogerie, en termes de manipulation et d'assemblage de composants microtechniques. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qui manque pour pouvoir répondre et pouvoir rentrer dans ce marché horloger? C'est une machine adaptée à un horloger. L'application ici, je vais, avec le robot, saisir une tige et je vais aller travailler avec cette tige dans un mouvement horloger. Donc pour cela, je vais utiliser le robot, donc qui va permettre de déplacer l'objet, une micro-pince qui va permettre de saisir l'objet et des caméras et un écran qui va me permettre de visualiser ce qui se passe. Parce qu'ici, la tige que vous voyez que je vais saisir fait 0,1 mm de diamètre. Je vais utiliser le joystick pour déplacer les objets et pour l'amener vers le mouvement. Ici, on voit la tige de l'encre sur laquelle je vais venir appuyer avec mon objet. Donc je viens appliquer un mouvement extrêmement petit, en dessous du millimètre. Et l'idée, c'est de venir actionner la queue de l'encre pour la déplacer. Et donc cette opération, je peux aussi la faire en automatique. Donc j'avais pré-réglé un programme pour le faire. Donc que je déclenche avec le joystick, qui donc me permet de faire ce déplacement en automatique. Les précisions typiques d'assemblage dans l'horlogerie sont proches des 10 microns. Nous, avec ce robot-là, on change d'un ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'on est précis au micron. Donc l'horloger pilote le système, mais gagne tout ce que peut lui apporter le robot. C'est-à-dire la précision, le contrôle du serrage, la qualité sur le geste, la répétabilité des mouvements, tout ce que peut apporter un robot de haute précision. Et on garde l'intelligence de l'horloger derrière. On est à mi-chemin entre l'assemblage tout manuel, pince Bruxelles binoculaire, à l'assemblage tout automatique type production de grande série. Tous les secteurs convergent aujourd'hui vers la miniaturisation. Les potentialités en la matière sont énormes. À travers toute la Franche-Comté, les microtechniques ont créé une importante dynamique. Elles sont aujourd'hui plébiscitées dans de nombreux domaines de pointe tels que le biomédical, l'automobile ou l'aéronautique. J'aurais tendance à penser que l'horlogerie est la mère des microtechniques parce qu'on commençait déjà à faire des montres il y a plus de 100 ans, ici, et qu'on parlait d'horlogerie bien avant de parler de microtechnique et qu'on faisait de la micromécanique bien avant d'en parler. Et que la microtechnique, le bassin microtechnique bisontin est né de ce terreau historique. Donc l'intérêt d'être à Besançon pour cette entreprise, c'est d'avoir accès à une main-d'œuvre qui est bien formée sur les métiers dont on a besoin. On a vraiment un environnement exceptionnel pour pouvoir développer nos technologies. On ne peut que faire du bon boulot ici. Voilà. Innover, c'est souvent remettre en cause l'ordre établi. C'est être le poil à gratter, en fait. Et j'aime bien être le poil à gratter. J'aime bien arriver et puis que les gens, quand j'explique ce qu'on fait, soient surpris et souvent même choqués.
Parce que quand on va dire à un horloger qui est spécialisé dans le travail manuel, donc c'est vraiment tout est construit autour de ça sur l'aspect artisanal. Quand on arrive, on dit bah, on va vous mettre un robot entre les mains, c'est compliqué. Voilà. Et donc c'est du combat, il faut y aller. Et l'innovation c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée, mais après il faut aussi se battre pour qu'elle rentre. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. J'aime ce combat de montrer aux gens qu'on peut leur apporter quelque chose, même si au départ ils n'y croient pas vraiment. Plus au sud, entre Dauphiné et Provence, le temps a lui aussi marqué le territoire. Témoin d'une histoire riche avec ses multiples villages perchés, la Drôme provençale est une terre d'art de vivre qui respire la quiétude et le bien-être. Loin des immeubles et des bureaux exigus, Pascal Rambaud est venu ici chercher un lieu paisible où il peut laisser libre cours à sa créativité. C'est à Allan, petit village de Drôme provençale, que Pascal Rambaud conçoit un véhicule atypique qui invite à l'évasion en pleine nature. Alors, je suis architecte de formation, j'ai fait ce métier pendant plusieurs décennies, puis je me suis rendu compte que finalement la part de créativité était moins importante que ce que je souhaitais. Donc j'ai changé de métier, je suis devenu concepteur de moutons à 5 pattes, on pourrait dire, et là plus précisément d'un dahu. Un dahu, vous savez, c'est ces petits animaux qui sont capables de marcher dans la pente sans difficulté. Ben là, ça prend la forme d'un véhicule en équilibre pendulaire qui est capable de corriger les dévers dans la montagne. Un pendule, finalement, quand on se souvient de ses cours de primaire ou ensuite de physique, c'est quelque chose qui, quand on le lâche, va toujours revenir dans une position d'équilibre. Et cette position d'équilibre, on la retrouve sur un véhicule soit en virage quand s'applique le poids et la force centrifuge, soit dans un dévers quand s'applique simplement la force de gravité et la réaction du sol, en s'adaptant à la situation quelle qu'elle soit. On a une fluidité qui est inconnue sur ce qu'on a l'habitude de pratiquer parce qu'on ne ressent plus la force centrifuge, ni le conducteur ou ses passagers, ni les composants de la machine. Alors, ce véhicule en équilibre pendulaire, il permet de s'incliner dans les virages, aussi bien la nacelle que les roues, en fonction de la force centrifuge. Et ça, uniquement en fonction de la force centrifuge et pas en fonction du braquage sur le volant, qui lui ne génère pas d'inclinaison s'il n'y a pas de vitesse. Tout se fait automatiquement, il n'y a aucun délai. C'est un équilibre, donc il est instantané et ça permet de s'adapter à toute situation très rapidement. Et la différence avec le vélo, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer son équilibre. Le vélo, on peut perdre son équilibre. C'est un équilibre instable, là c'est un équilibre stable. Alors pour qu'un véhicule en équilibre pendulaire fonctionne, il faut deux conditions principales. La première, que la nacelle soit articulée sur un axe longitudinal, avec le poids de la nacelle plus bas que l'axe en question. Et puis la seconde condition, c'est que l'axe d'articulation de la roue passe en dessous, si on le prolonge, du point de contact de la roue avec le sol. C'est ce qui permet d'avoir ce mouvement dans les virages s'il y a de la force centrifuge ou de corriger les dévers quand on est dans une pente. L'idée, elle vient de l'observation d'une descente à vélo d'un col lors d'un Tour de France il y a déjà pas mal de décennies, où j'avais observé que les voitures suiveuses n'arrivaient pas à suivre. Et pourtant, les coureurs ne donnaient pas l'impression d'aller très vite, mais c'était très fluide, c'était très fin, c'était très précis, c'était très élégant aussi à voir. Et je dis, mais pourquoi ne pas imaginer un véhicule qui concilierait cette finesse et cet équilibre du vélo avec la stabilité du 4 roues. Parce que le cycliste du Tour de France, il a une pelletée de gravillon, il est par terre. Et entre le déclic de l'idée qui prend quelques fractions de seconde et l'aboutissement, c'est un rapport de temps, c'est-à-dire que l'aboutissement, c'est des milliers d'heures de travail. Et c'est ça qui est particulier dans l'innovation et dans l'invention, c'est qu'on aimerait qu'il n'y ait que des déclics. Et les déclics, il y en a quelques-uns, et c'est eux qui portent tout le projet. Mais faire aboutir le déclic et passer toutes les étapes qui permettent d'éviter tous les écueils, ça demande une énorme persévérance. Alors là, on a des véhicules d'essai qui correspondent en fait à chaque étape de développement.
Alors dans l'ordre chronologique, on commence par des véhicules qui sont inclinables dans les virages, avec des commandes plus ou moins simplifiées. On voit par exemple là la nacelle et les roues s'inclinent en même temps au gré du braquage du volant, un petit peu comme sur un skateboard. Donc il fallait trouver le moyen de rendre l'inclinaison automatique. Et ça a été trouvé avec ce concept où on a une nacelle articulée qui revient au neutre d'elle-même, et tout ça indépendamment du mouvement de direction, qui est 4 roues directrices, et qui rend complètement dissocier les fonctions d'inclinaison et de direction. Ensuite, le même principe est appliqué sur un véhicule qui est motorisé cette fois-ci, et puis une motorisation dans les roues arrière, une motorisation électrique. Alors l'étape suivante, c'est quelque chose qui est beaucoup plus radical. On a une possibilité de correction des dévers, parce que si on a des roues d'un côté plus hautes que de l'autre, on a la nacelle qui reste horizontale, les roues qui restent verticales, et on a bien une correction du dévers. Alors ensuite, on a un prototype. Il n'y a plus de châssis proprement dit. Par contre, il y a 2 traverses, une avant et à l'arrière, qui sont articulées et qui permettent de faire ce qu'on appelle en 4x4 du croisement de pont. C'est-à-dire que si nos roues montent sur un obstacle, même très important, les 3 autres roues, quoi qu'il arrive, et indépendamment du débattement des suspensions, restent au contact avec le sol. Les capacités techniques du véhicule sont évidentes. Mais avant de mettre son invention sur le marché, Pascal Rambaud souhaite définir clairement son usage pour l'utilisateur final. Il ne s'agit pas de vendre le véhicule seul, mais de proposer aux stations de montagne un modèle économique viable. Le véhicule pendulaire tout-terrain de montagne, électrique, c'est quelque chose qui permet des pratiques très différentes de celles qu'on connaît, à la fois avec des vélos qui demandent quand même, les VTT, des très gros efforts en montagne, et à la fois avec ce qu'on connaît avec les véhicules motorisés comme les quads qui génèrent beaucoup de nuisances et de conflits d'usage. Là, on découvre en le pratiquant des choses extraordinaires, par exemple en roulant la nuit. Quand on roule la nuit, on arrive sans bruit auprès d'animaux qui ne sont pas effrayés. Ce qu'apporte le développement d'un projet comme ça, c'est nécessairement une satisfaction personnelle si on arrive à le faire aboutir. Quand aujourd'hui on fait une démonstration et que la réponse c'est waouh, bon, ça fait plaisir et on s'est dit tiens, on n'a pas travaillé pour rien, ça provoque quelque chose et c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est générer du rêve. C'est vraiment fun. C'est bien de savoir qu'un engin comme celui-là existe. Je pense que c'est quelque chose d'unique au monde et ça peut permettre d'envisager de nouveaux loisirs. On a besoin d'aller chercher des nouveaux produits sur la période estivale. C'est une période qui doit être renforcée et il faut reconnaître que ce type d'appareil peut apporter quelque chose en plus pour les clients, pour de nouveaux clients, avec un produit à sensation, tout en ayant une garantie de sécurité. Alors un autre domaine d'application de l'équilibre pendulaire dans le domaine des activités de montagne, c'est le traîneau de secours de ski pendulaire. L'objectif, c'est de travailler sur le confort du blessé en ayant une barquette qui est suspendue et qui permet aux pisteurs de skier de manière beaucoup plus naturelle et confortable, c'est-à-dire de prendre des virages comme il le ferait s'il n'avait pas de traîneau. Tout au long de ma carrière, j'ai connu des traîneaux et surtout l'inconfort dû au traîneau après la blessure. Et c'est vrai que ce traîneau pendulaire m'a tout de suite séduit par ces 4 évolutions majeures qui font que derrière, vous avez un confort total à partir du moment où vous êtes pris en charge par les secouristes. Vous n'avez pas du tout la sensation d'avoir un traîneau derrière vous et quelle que soit la vitesse d'évolution, vous avez un traîneau qui reste collé à la neige et qui rentre complètement dans ce que vous souhaitez imprimer, c'est-à-dire la vitesse d'évolution sur la piste. Et donc on n'aggrave plus du tout la blessure. Et il y a un confort qui est quand même nettement supérieur. Je crois que les innovations de rupture, elles réclament d'être le moins possible formatées, c'est-à-dire de ne pas être issues du sérail, entre guillemets. Il faut garder une culture technique, et elle est même absolument essentielle, d'avoir la culture technique la plus large possible. Il faut la garder dans un petit coin de sa tête, mais il faut être capable de repartir d'une feuille blanche à chaque projet. Donc ça, c'est du rêve,
C'est du rêve, c'est un rêve d'évasion. Et le bonheur, c'est de vendre du rêve, hein, pour soi et pour les autres, il n'y a pas de doute.